Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan sous pression après le coup de force des militaires. Plusieurs institutions ont décidé de sévir. L'Union africaine notamment a suspendu le pays de ses instances. Des performances notables pour la BGFI Bank et ce malgré la crise sanitaire. L'examen des activités financières du groupe bancaire était au programme de la journée du 22 octobre. Et puis rencontre avec Franck Moukouri au Cameroun. Cet ancien joueur professionnel de basketball tente désormais de transmettre sa passion aux plus jeunes. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les premiers échanges entre le comité d'organisation du dialogue inclusif au Tchad, les groupes rebelles et partis politiques d'opposition. Des discussions étaient organisées à Paris et au Caire. Objectif des autorités tchadiennes, faire en sorte que ces deux partis participent à cette large consultation qui doit réunir toutes les forces vives de la nation. Ce rassemblement, présenté comme un grand moment d'évaluation et de proposition, a pour but de préparer, entre autres, l'élection présidentielle. Dans l'actualité également, le report de la 18e édition du sommet de la francophonie, un report acté par les ministres et chefs de délégation des États et gouvernements membres lors de la conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue le 28 octobre. L'événement se tiendra donc sur l'île de Djerba en Tunisie les 19 et 20 novembre 2022. Dans un communiqué de presse, l'OIF ne précise pas les raisons de ce report. Elle indique simplement que cette résolution a été prise de façon consensuelle, ce qui permettra ainsi aux pays hôtes d'organiser cet événement dans les conditions les plus optimales. Après le coup de force des militaires, le Soudan subit les pressions de certaines institutions. L'Union africaine notamment a décidé de suspendre le pays de ses instances, et ce, je cite, jusqu'à la restauration effective de l'autorité de transition dirigée par les civils. Autre sanction, cette fois-ci imposée par les États-Unis, la suspension d'une aide financière chiffrée à 700 millions de dollars. Philomène Tine. Au moment où les arrestations se multiplient au Soudan suite au coup de force militaire qui a dissous mardi 26 octobre les autorités de transition, la pression internationale s'accentue sur le pays. La communauté internationale n'a nullement manqué d'appliquer des sanctions aussi bien d'ordre diplomatique qu'économique contre le pays. Lundi 25 octobre, le département d'État américain avait déjà procédé à la suspension d'une aide financière de 700 millions de dollars à la transition soudanaise. La Banque mondiale a interrompu mercredi les décaissements pour les opérations au Soudan. L'Union africaine a également décidé mercredi 27 octobre la suspension du pays de toutes ses instances. Il est évident que cette rupture de l'ordre constitutionnel vient remettre en cause les programmes économiques et financiers dont le Soudan a bénéficié déjà en septembre. La conférence internationale sur la reconstruction du Soudan qui avait mobilisé des financements importants permettant de réduire le taux d'endettement de ce pays. Et le Premier ministre Abdallah Hamdok, grâce à son leadership et également à son passé à la Banque mondiale, a permis de mobiliser des financements importants. Donc un tel coup de force va permettre alors un recul lors de la transition économique et même politique en cours. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que la communauté internationale puisse faire la part des choses. Il faut cibler notamment les officiels, ceux qui sont l'objet du coup d'État, et non prendre en compte la population soudanaise qui a souffert le martyre des 30 années du régime de El-Béchi. Avant ce récent coup d'État, le Soudan s'était engagé dans un programme de réforme économique qui lui avait ouvert la voie à l'apurement des arriérés et à l'éligibilité à l'allègement de la dette. Ce coup de force met en péril ce soutien international alors que la transition civile avait permis au pays de sortir d'un isolement du système financier et diplomatique international durant 3 décennies. En réalité, les ouvertures qui ont été faites par le gouvernement du Premier ministre Hamdok, notamment la réaffirmation de la laïcité de l'État, la question des droits des femmes, la collaboration du Soudan dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, étaient des gages, des garanties sûres pour la communauté internationale. Donc on peut comprendre dès lors qu'aujourd'hui cette communauté internationale semble être abusée par le coup de force intervenu au Soudan. Donc, de telles sanctions seront tout à fait graduelles. La situation reste tendue au Soudan. La quasi-totalité des dirigeants civils ont été arrêtés. Au moins 7 personnes auraient trouvé la mort et plus de 140 autres blessés lors des manifestations. Par ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dans un communiqué publié mercredi 27 octobre, annonce l'envoi d'une mission au Soudan pour dialoguer avec toutes les parties en vue de
trouver une solution amiable à l'impasse politique actuelle. Le Sénégal se prépare à accueillir le prochain forum des opérateurs pour l'émergence économique en Afrique. Ce grand rendez-vous qui réunit non seulement opérateurs privés, mais aussi institutions en est à sa 14e édition. Dans le cadre des préparatifs du FOGECA, son président Amadou Diagne a entamé une tournée sur le continent en vue de sensibiliser les autorités ainsi que les acteurs du secteur privé. Un sujet de la rédaction. La 14e édition du FOGECA se tiendra le 27 novembre 2021 à Dakar. Pour ce grand rendez-vous qui encourage le secteur privé africain, toutes les batteries sont mises en place pour réussir cet événement. Le président du FOGECA, Amadou Diagne, effectue une tournée à travers le continent afin de sensibiliser les acteurs du secteur privé, mais également les chefs d'État. Et comme à l'accoutumée, à la veille de chaque forum, nous sillonnons l'Afrique pour rencontrer les chefs d'État, les institutions internationales, le secteur privé, la jeunesse africaine, pour une forte sensibilisation, évidemment, autour du thème qui va nous réunir à Dakar le samedi 27 novembre prochain. La jeunesse africaine dans la relance de l'économie post-Covid-19, les enjeux et défis du secteur privé dans la relance économique du continent, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, les enjeux de sécurité juridique des affaires en Afrique sont les thèmes qui seront abordés lors de la 14e édition du FOGECA. L'Angola sera pays invité d'honneur, de même que le Togo, le Congo-Brazzaville et évidemment le Bénin. Sur 14 édition, le Sénégal en a abrité 9, donc c'est une belle occasion pour nous pour remercier le président Macky Sall d'avoir accepté d'accueillir ce forum pendant une dizaine d'années. Notons par ailleurs que la 14e édition du FOGECA, comme toutes les précédentes, ne va pas déroger à la règle, celle de primer des entrepreneurs africains qui se sont distingués au cours de l'année 2021. Une cérémonie qui se tiendra lors d'une soirée de gala pour clôturer l'édition. Le Sénégal et le Rwanda vont abriter des sites de production de vaccins à ARN messager, un projet qui découle d'une lettre d'intention signée par BioNTech avec les autorités rwandaises et l'Institut Pasteur de Dakar. La construction de ces usines devrait démarrer à partir de la mi-2022. Fraterne Dakaïsenga. Le gouvernement rwandais et celui du Sénégal ont signé ce 26 octobre un protocole d'accord avec la firme allemande de biotechnologie BioNTech pour lancer la construction des usines de production de vaccins à base d'ARN messager. Au début, les usines vont produire des vaccins contre la Covid-19, le paludisme et la tuberculose. Nous sommes très ravis de pouvoir collaborer avec la firme BioNTech pour cette initiative inédite dans le contexte de la stratégie panafricaine menée par l'Union africaine et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La tâche qui est la nôtre maintenant est de faire très vite pour mettre en œuvre ces accords. Pour le Rwanda, le début des travaux de construction est prévu pour la mi-2022 et l'usine sera établie dans la nouvelle zone économique spéciale de Kigali. L'accord signé entre BioNTech, l'Office rwandais de développement et l'Institut Pasteur de Dakar stipule que dans un premier temps, c'est BioNTech qui gérera le site industriel, mais il prévoit la formation rapide du personnel local ainsi que le transfert du savoir-faire et de la propriété du site à des partenaires locaux. Cela veut dire que le multilatéralisme et la coopération internationale sont nos meilleures chances de succès quand nous sommes ensemble. Cela veut surtout dire que ce que nous pouvons faire ensemble est déterminant dans le futur de nos sociétés. Cela surtout veut dire que ce que nous n'arrivons pas à faire ensemble, nous le ferons mal ou nous le ferons tout simplement pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que de vaccins, plus que de produire un vaccin, plus que de santé, il est question de nous ensemble, du futur de nos sociétés, pour qu'ensemble nous continuions à les construire. C'est l'exemple le plus vivant que vous êtes en train de démontrer. À ce jour, seul 1% des vaccins administrés sur le continent sont produits en Afrique, mais l'Union africaine affiche des objectifs ambitieux en la matière, parlant de 60% en 2040. Après le Rwanda et le Sénégal, ce sera le tour de l'Afrique du Sud pour signer ce genre d'accord avec BioNTech. La capacité de production de l'usine rwandaise sera de 50 millions de vaccins par an.
Quel bilan pour le groupe BGFI Banque en termes de performance? La question était à l'ordre du jour le 22 octobre à l'occasion de la réunion du conseil d'administration de la BGFI Holding Corporation dirigée par son président-directeur général Henri-Claude Oyima. Malgré le contexte de crise sanitaire, le groupe bancaire basé au Gabon se montre toujours aussi résilient. Roberto Bogbe. Faire une évaluation des performances groupe BGFI Bank, c'était le menu de ce conseil d'administration du 22 octobre dernier. Au 30 juin 2021, le groupe confirme sa capacité de résilience et affiche un résultat net de 21 644 millions de francs CFA. Ceci dans un contexte toujours marqué par les effets néfastes liés à la pandémie du coronavirus, un environnement réglementaire encore plus contraignant. Le total bilan, quant à lui, est établi à 3 703 milliards de francs CFA, en hausse de 5% par rapport au 31 décembre 2020. La consolidation des fonds propres du groupe dont situation nette s'établit à 475 milliards de francs CFA et connaît une hausse de 6%. La hausse des encours de crédit à la clientèle de 5% résultant de la croissance des financements accordés sur la période et notamment l'accompagnement des clients dans le financement de leurs projets d'investissement. Des actions de collecte mises en œuvre à l'échelle du groupe qui ont favorisé la croissance des dépôts de la clientèle de 5%. Le résultat net du groupe BGFI observe une augmentation de 88% comparativement au premier semestre 2020. Une performance qui s'explique principalement par la hausse du produit net bancaire de 14%, lequel a été porté par la croissance de la marge nette d'intérêt de 25%, et ce malgré la baisse des commissions de 5%, principalement imputable aux restrictions liées à la réglementation de change en zone CEMAC au cours du premier trimestre 2021. L'augmentation des performances de la BGFI Banque peut tenir de ce que c'est entre guillemets, ce qu'on a l'habitude d'appeler une banque VIP, c'est-à-dire c'est pas une banque qui s'est battue à faire du mass market, c'est-à-dire se battre à faire en sorte que tout le monde soit client dans son portefeuille. Quand vous allez regarder le portefeuille clientèle de cette banque-là, elle s'est arrangée essentiellement à faire à peu près du marketing organisationnel, c'est-à-dire travailler pour le compte de ce que les économistes appellent les investisseurs institutionnels. C'est-à-dire, lorsque vous avez dans votre portefeuille des investisseurs, des grandes entreprises, des multinationales, des grandes signatures crédibles, il est plus facile pour vous de prélever des commissions assez conséquentes sur les opérations que vous leur rendez. A contrario, si vous avez dans votre portefeuille 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 PME, les PME parfois sont réticentes à accepter même de mettre un peu d'argent sur un compte courant afin que le prélèvement des agios puisse se faire sur le compte et passer débiteur. Les actions mises en œuvre à l'échelle du groupe en matière de recouvrement ont permis d'améliorer le coût du risque qui ressort positif à 3 milliards de francs CFA, soit une réduction de 235% par rapport au 30 juin 2020. Le profil global risque poursuit son amélioration grâce aux actions d'assainissement du portefeuille clientèle. Une amélioration également rendue possible par le processus de transformation du capital humain en cours. Initier les plus jeunes au basketball, c'est le défi que s'est lancé un jeune entraîneur camerounais dénommé Franck Moukouri. Après des années passées sur le terrain, le sportif se consacre désormais à la formation de la nouvelle génération, et ce avec un objectif bien précis en tête, être plus compétitif sur la scène internationale. Reportage de notre correspondant Thierry Nassar. Ils ont à peine 5 ans et jouent déjà au basket. Ces petits apprenants de la balle orange font partie des premiers d'un programme de formation dénommé Little Legends, Petites légendes en français, initié par ce jeune entraîneur FIBA dans la ville de Douala au Cameroun. Le but, leur faire découvrir la pratique du basketball le plus tôt possible et de façon ludique. L'année dernière, j'ai décidé de me lancer sereinement, et vu que je savais que les jeunes, il y a un problème de formation au niveau de la jeunesse, surtout dans le sport du basketball, donc j'ai décidé de faire quelque chose d'assez spécial, contrairement à tout ce que les autres ont l'habitude de faire, créer des académies, avoir beaucoup d'enfants. Moi, j'ai créé un projet exclusivement pour les enfants, dans la mesure où il y a un groupe d'enfants restreint que je suis depuis déjà 1 an. L'idéal serait que d'ici 1 an, 2 ans, ils puissent être capables de compétir dans n'importe quel environnement basketball. Avec les performances reconnues de joueurs camerounais sur la scène internationale,
Les parents accordent de plus en plus de crédit à la pratique de ce sport. Dans le cadre du programme Little Legends, les parents semblent très attentifs au déroulement de la formation de leurs enfants. C'est qu'il aille le plus loin possible, déjà parce que c'est une discipline qu'il aime particulièrement. Donc vraiment qu'il aille le plus loin possible. Et je pense qu'avec l'aide de coach Franck, qui a un côté très pédagogique aussi, je pense qu'il ira aussi loin qu'il pourra, quoi. On cherchait des cours en fait de basket pour nos enfants, pour les occuper. Moi, beaucoup plus pour que mon fils soit un peu plus dégourdi. Elle, parce que son fils est un peu trop dégourdi. Hyperactif, il fallait l'occuper. Donc, on a entendu parler des cours de basket et donc on est venu et ils ont commencé. De manière générale, c'est entre 14 et 18 ans que la plupart des jeunes sont initiés à la pratique du basketball au Cameroun. Ce programme vise justement à combler ce retard dans l'apprentissage, afin, pourquoi pas, de voir émerger des joueurs de talent, à l'image de Joel Embiid et Pascal Siakam. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.